principaux sur les mots et les nombres dans la recherche en psychiatrie, etc. Le papier a été publié il y a un mois. Vous pouvez le télécharger sur Internet gratuitement. Ça s'appelle The Words and Numbers in Psychiatric Research. Et ça va avoir, c'est un peu la suite de ce que j'avais fait, de ce que nous avions fait avec Anne, Suzanne et Anne Fagot-Largeau. Alors, bon, c'est un travail en cours, donc c'est un séminaire de recherche, c'est un travail en cours, donc il n'y a pas de choses abouties, c'est une réflexion. Je ne sais pas quel temps ça va prendre, ça sera peut-être court, et puis comme ça on pourra en discuter. Alors, bon, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut raconter des histoires avec des nombres? Est-ce que les mathématiciens, quand ils font des démonstrations, est-ce qu'ils racontent des histoires? Est-ce que les statisticiens, quand ils analysent des données, ils racontent des histoires? Est-ce que ces histoires sont différentes des histoires qu'on raconte avec des mots? Avec des mots quand on fait de la recherche qualitative ou avec des mots quand on fait de la littérature? Quand on regarde dans Wikipédia sur narrativité, narrative, etc., la définition est assez large de ce que c'est qu'une narrative au sens anglais. C'est des successions de signes, c'est-à-dire succession de mots, d'images, et le tout doit avoir un sens et doit peut-être utilisé pour transmettre une information, c'est-à-dire constituer un message. Bon. Alors, donc dans ce cadre, je commence par les mathématiques. Est-ce que une démonstration de mathématiques, alors là je prends un premier exemple extrêmement formel, est-ce que, enfin, tout multiple de 6 est un multiple de 2? Je crois que c'est ça, tout multiple de 6 est un multiple de 2. Si. Elle est refermée à la fin. Alors, donc, pour tout entier n, ça c'est la définition d'un multiple de 6. Pour tout entier n, il existe q tel que n égale 6q. Donc ça implique qu'il existe q tel que n est égal à 2 fois 3 fois q. C'est-à-dire qu'on transforme le 6 en 2 fois 3. Ça c'est une opération élémentaire, 6 est égal à 2 fois 3. On peut pas dire le contraire. Alors, on ne pourrait pas dire le contraire. En fait, si on était vraiment... vous pourriez me dire, mais d'où est-ce que tu sors que 6 est égal à 2 fois 3? Alors on pourrait dire les tables de multiplication sont écrites. On pourrait dire que l'arithmétique de Peano, 3 est le successeur de 2, 4 est le successeur de 3, 5 est le successeur de 4, 6 est le successeur de 5. Et par définition, 2 fois 3, c'est le successeur du successeur du successeur de 2, etc. Donc effectivement, vous voyez, premier point, en fait... Dans une démonstration de mathématiques hyper formalisée, en fait, quelque part, il y a un peu des sous-entendus. On ne peut pas s'empêcher à ce qu'il y ait des sous-entendus. Donc même là, quand on passe de 6 à 2 fois 3, il y a un sous-entendu. Là, il n'y en a pas. Vous voyez, je réécris 2 fois 3 en 2 fois 3. Ça, c'est une propriété de la multiplication. Il n'y a rien à dire. Et donc, il existe P tel que n est égal à 2P, parce qu'ici, P est égal en fait à 3Q. Voilà, alors, est-ce que c'est une histoire racontée? Ouais, au sens propre du terme, c'est une succession de signes. Alors, est-ce que ça a un sens? Est-ce que, et ça c'est discuté dans la littérature, est-ce qu'une démonstration mathématique a un sens? Puisque finalement, ça n'est qu'une tautologie. Et donc, une tautologie, c'est vide de sens. Et il y a un courant d'épistémologues en mathématiques qui disent que finalement la mathématique c'est une construction purement formelle, il n'y a pas de sens, ce sont des jeux avec les formes. D'accord, bon, c'est pas vrai en pratique. C'est pas vrai en pratique parce qu'en fait, vous voyez, si je vous dis tout multiple de 6 est un multiple de 2, en fait ça résonne dans votre expérience de vie de tous les jours. On a une expérience de vie du nombre. D'ailleurs, c'est étudié dans les psychologues du développement, ça s'appelle la numeracy, l'aptitude à travailler avec les nombres. On a montré que les tout petits bébés avaient une aptitude quasiment innée, tellement que c'est petit, à travailler avec les nombres, notamment un tout petit bébé de quelques mois
c'est que 1 plus 1 ça fait 2, ça fait pas 1. 1 plus 1 ça fait 2 et ça fait pas 1. À quelques mois de vie, on arrive à montrer ça, alors que l'enfant n'a pas de langage. Donc, dans la vie de tous les jours, on a, si vous avez 6 assiettes, eh bien, vous pouvez les séparer en 3 assiettes pour ce côté de la table et 3 assiettes pour l'autre côté de la table. Vous voyez, un multiple de 6 est aussi un multiple de 2. Donc, dans la vie de tous les jours, on manipule des objets numériques et on fait des manipulations de ces objets numériques. Et quand je dis tout multiple de 6 est un multiple de 2, ça a une résonance sémantique. Ça veut dire quelque chose. Et ça, en fait, c'est l'étayage formel de cette propriété. Cette démonstration mathématique, c'est l'étayage formel de cette propriété. Alors, certains disent que ça, c'est typiquement une démonstration déductive. Bon, alors, c'est bien sûr, hein, vous voyez, au sens où tout s'enchaîne de façon logique, tout ce qui suit est contenu dans ce qui est précédé. C'est vrai, sauf que je vous ai dit ici, hein, entre 6 est égal à 2 fois 3, voilà, c'était pas complètement contenu. Il y a eu un tout petit point de discussion. Bien sûr, vous ne me l'avez pas dit, vous ne m'avez pas dit démontre-moi que 6 est égal à 2 fois 3, mais quand on entend ah oui, c'est les mathématiques, c'est 2 plus 2 égale 4, on ne peut pas dire le contraire, c'est comme ça. Non, on peut démontrer que 2 plus 2 est égal à 4, ça peut se démontrer, 2 plus 2 égale à 4, c'est pas une évidence. L'arithmétique, c'est des outils, et 2 plus 2 est égal à 4, en fait c'est un résultat. C'est un résultat simple, trivial, mais c'est un résultat. Donc en fait, même dans une démonstration hyper formelle, il y a des tout petits sous-entendus, premier point. Et vous savez qu'il y a eu une école de mathématiques du début du XXe siècle qui s'appelait de Bourbaki, qui avait voulu formaliser complètement toutes les mathématiques, et bon, ils ont fait un travail considérable, hein, mais ça n'a pas été... ils se sont arrêtés parce que en fait, c'était horriblement compliqué. Démontrer le théorème de Pythagore avec l'optique Bourbaki, ça prenait des centaines et des centaines de pages, voilà, et puis en fait, ça n'intéresse pas tellement les gens. Si vous voulez, voilà, de dire que, ouais, mais si, c'est ce que c'est égal à 2 fois 3, en fait, c'est pas le problème des gens, on s'en fiche. En mathématiques, et même, vous imaginez pas les bons, il y a des mathématiciens ici, vous imaginez pas les bons que les mathématiciens font entre les diverses propositions d'une démonstration. C'est-à-dire, par moment, ça saute, et d'ailleurs, pour corriger des copies de mathématiques, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on dit. Il faut une théorie de l'esprit. C'est-à-dire que quand en prépa, des étudiants très forts écrivent une solution d'un problème, en fait, ils font des sauts entre les différentes propositions de leur démonstration, et il faut que le correcteur, et ils le disent, il faut que le correcteur ait confiance en l'étudiant, il faut qu'il soit persuadé qu'il a vraiment compris implicitement tous les intermédiaires qu'il y avait dans la démonstration. Il faut une théorie de l'esprit. Non, c'est filmé, donc c'est pour après les questions. Donc voilà, donc même démonstration formelle, en réalité c'est pas si formel que ça. C'est pas si formel, c'est jamais complètement formel. Néanmoins, là, on est vraiment dans une situation où c'est très fortement déductif et où on a l'impression que que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire, tout multiple de 6 est un multiple de 2, même si ce n'est pas complètement formel, c'est vrai, personne ici pourra dire que c'est faux, et si quelqu'un dit que c'est faux, en fait, on sera tous d'accord pour dire qu'il exagère, ou qu'il a un problème qu'il n'a pas compris. Non mais c'est quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres lieux que ce lieu-là, où on dit qu'on a une intersubjectivité absolue, c'est-à-dire tout multiple de 6 est un multiple de 2, si quelqu'un dit le contraire, il est regardé de travers. Ça va pas, on ne peut pas dire ça. Alors, ça, c'est des maths basiques. Alors après, il y a des maths, comme on l'a fait en troisième, de la géométrie. Donc, souvenez-vous, hein, la somme des 3 angles d'un triangle fait 180 degrés ou un plat, comme on disait autrefois. Alors, essayez de faire la démonstration chez vous. Vous allez voir... c'est plus compliqué que tout multiple de 6 et multiple de 2. C'est un tout petit peu astucieux. Alors, voilà comment on fait la démonstration. Hein. Voilà, vous voyez, je prends la parallèle à cette droite en C. L'angle A, je veux dire l'angle B ici, on le retrouve ici.
Alors, vous me direz, pourquoi? Pourquoi? Alors, on appelle ça les angles alternes internes, je ne sais plus quoi. Enfin, ça porte un nom, hein. Mais franchement, ça se voit. Oui, et c'est ça, en fait, le truc. Vous voyez, j'ai la parallèle ici, et vous voyez, parce qu'en fait, cet angle, hein, si je fais pivoter ça, j'obtiens le même qu'ici, et en fait, un angle, il se conserve par rotation. Vous voyez, si je fais pivoter, comme ça, je retrouve le même angle. Si je fais pivoter de 180 degrés. Donc B est là, mais je vois que vous êtes sceptique. Je vois que vous le sentez que c'est vrai, vous le sentez, mais il y a un petit truc. Alors après, ça ne suffit pas. Là, ici, vous voyez, je continue ce truc-là, et je dis, l'angle qu'il y a ici, je retrouve là. Alors ça, c'est plus intuitif, vous voyez, puisque ça, c'est la même droite, et puis là, ça, c'est parallèle à ça. Donc, c'est le même angle. Vous voyez, c'est par translation. Par translation, j'ai le même angle. J'ai A partout. Alors là, vous voyez, là, je pense que c'est pas complètement évident, mais vous l'achetez plus facilement, celui-là. Et puis au passage, vous voyez, C plus B plus A, ça fait un plat. Ce qui est quand même drôlement joli. La démonstration est extrêmement simple. Elle est très simple. Bon, vous êtes un peu obligé de l'accepter parce que quelque part vous sentez que c'est vrai. Vous sentez que c'est vrai. On le sent que c'est vrai. Mais ça flotte un tout petit peu. Et ça, c'est la géométrie. C'est la géométrie, c'est qu'en fait, on n'est pas dans la même démonstration que là. Ça n'est pas purement un jeu symbolique avec une tautologie, un truc où on joue avec les signes. Ça, c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est des mathématiques aussi. C'est des mathématiques aussi. Et pourtant, c'est vrai qu'à la fin, alors ça fait déjà 3 minutes que vous le regardez, plus vous allez le regarder, plus ça va se graver dans votre tête, et plus ça va devenir une évidence. Et à la fin, vous serez convaincu, et vous direz, oui, les 3 angles d'un triangle, la somme, ça fait un plat, c'est vrai, c'est comme ça. Mais il aura fallu que ça mouline dans votre tête, et puis, quand même, c'est pas si sûr que ça. Et donc, on a de la déduction là. On a de la déduction, puisque je dis, B, oui, c'est un enchaînement de trucs. B, c'est angle alterne interne. Alors, j'aurais pu le faire sur un ton très autoritaire. B, je retrouve B, c'est les angles alternes internes. A, c'est une translation. Donc, ça se conserve. Et A plus B plus C. Je raconte une bêtise? Pour moi, c'est pas la déduction, c'est la déduction. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, absolument. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. On présente toujours les mathématiques comme de la déduction, et j'allais prendre ma démonstration en disant B ici c'est les angles alternes internes, donc B est égal à B, A est obtenu par translation, donc c'est A, et donc j'ai A plus B plus C qui vaut un plat. Et donc mon discours est un discours de déduction, mais en réalité je suis complètement d'accord avec toi, c'est inductif. C'est inductif, c'est que le dessin, ce dessin particulier-là, s'impose à moi, et je sens bien que pour tous les triangles pareils, ça sera exactement pareil. Je le sens bien. C'est inéluctable, ça s'impose à moi, mais ce n'est pas vraiment une déduction. C'est pas vraiment une déduction, c'est une induction. C'est une induction très forte, mais ça n'est qu'une induction. Et vous allez voir que ça va continuer comme ça. C'est déjà le premier pas dans la porte de déduction, induction, mathématiques, etc. C'est déjà pas complètement aussi simple que ça. Alors, je continue. Bon, ça c'était les mathématiques. Alors, est-ce que c'est une histoire, ça? Ouais, c'est des successions d'images. On a dit que, tout à l'heure je vous ai dit qu'un récit ça pouvait être une succession d'images. Succession d'images qui transmet un message. Le message, c'est que la somme des trois angles d'un triangle fait un plat. Est-ce que c'est un contenu sémantique? Oui, les triangles, ça veut dire quelque chose. Donc c'est un récit que l'on se transmet, que l'on se partage. Alors, mais c'est purement abstrait. Là, on est avec des formes complètement idéalisées. Ou ce sont des nombres, ou ce sont des formes, et on est dans un univers abstrait qui correspond à rien de concret. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va prendre maintenant la physique, où c'est un autre lieu mathématisé. On va se demander si, finalement, est-ce que les physiciens racontent des histoires aussi, et quel est le statut de ces histoires?
Alors, je prends l'histoire du pendule, vous savez. Comment trouver la période d'un pendule pour les petites oscillations. Normalement, vous avez fait ça en terminale, si vous avez été en terminale ES, vous faites ça en terminale. Donc, voilà un pendule. Il y a un angle θ avec la verticale. Il est là, il a une masse m. Moi, je l'ai appelé petit m, c'était plus joli. Il a son poids qui est ici. Et puis là, c'est la tension. La corde du pendule retient la bille. S'il n'y avait pas la corde, le poids, la petite masse tomberait. La corde retient la masse. Et cette tension, elle suit la cordelette ou la tige d'ailleurs. Les vrais pendules des physiciens, c'est des pendules avec des tiges rigides. Sinon, ça flotte. Sinon, le pendule peut flotter. La tige est rigide. Alors, je pars de ça. Ça, c'est la loi de la mécanique classique. Hein. La force est proportionnelle à l'accélération. Donc ça, c'est accepté. C'est un postulat faux. Naturellement, on sait que c'est pas vrai tout le temps. Si on prend tous les corps pesants, dès qu'ils vont vite, ça c'est faux. Mais ça veut dire quoi vite? Très vite. Mais bon, déjà vous voyez, il y a un premier truc. On construit un truc de physique à partir de quelque chose à propos duquel on sait très bien que c'est pas vrai. Cette règle-là, elle est fausse. Mais ça fait rien. Ça me pose aucun problème de partir de ça. Alors, j'ai ça, je projette perpendiculairement à la tige. Je projette sur la tangente au cercle qui constitue le mouvement du pendule. Donc j'ai une force qui est ici, un petit bout de force qui fait que le pendule, il est en train d'aller par là. Enfin, il est attiré par ici. Alors, la force, donc j'ai projeté. La force, elle est égale à quoi? La projection de T, elle vaut 0, puisque T est perpendiculaire à la tangente. Et la projection du poids, mais d'abord, que vaut le poids? C'est mg. Et la projection du poids sur la tangente, c'est mg sinus θ. Et comme ça va dans ce sens-là, et que mon vecteur il est orienté par là, je mets un moins devant. Donc ici, la force, c'est moins mg sinus θ. Et puis, m gamma, c'est quoi? Alors j'ai m ici. Gamma, c'est l'accélération. L'accélération, c'est L, la dérivée seconde de θ. L'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Comme l'objet, il est sur un cercle, en fait, la distance parcourue sur le cercle, c'est la longueur que multiplie l'angle en radian. Je prends la dérivée seconde de ça, j'ai Lθ de point. Alors là, je vous raconte l'histoire et déjà ça flotte beaucoup parce qu'en fait tout ça, la dérivée seconde, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous vous souvenez que ça veut dire quelque chose, etc. Mais il y a un discours d'autorité. Vous voyez, c'est dès que je commence à parler mg sinus θ, ml θ de point, etc. Il y a un discours d'autorité, hein, un discours, et vous vous dites, ah oui, il a raison, oui, c'est ça, mais on voit bien que vous n'êtes pas complètement convaincu par ça. Hein. Et alors je continue après. Alors je fais passer ml θ de l'autre côté, je simplifie par les m, j'obtiens ça. Je continue encore après, bon, je fais passer L dessous. Et puis je dis, comme ce sont des petits angles, sinus θ est à peu près égal à θ. Vous avez tous fait ça déjà. Et puis je continue, j'intègre cette équation différentielle qui est une équation différentielle linéaire. Eh bien, la solution où θ0 est l'angle maximum, c'est θ égale θ0 cosinus de racine de g sur L que multiplie petit t. Et donc ça oscille en fonction d'une sinusoïde. Alors, c'est un récit. Est-ce que c'est un récit? C'est une succession de choses, de signes. C'est une succession de signes qui raconte une histoire. Ça raconte une histoire. À la fin, j'ai même un résultat qui fait sens. Qui fait sens, c'est le mouvement de mon petit pendule. Donc, c'est vraiment un récit. Alors là aussi, on peut se demander, est-ce que c'est déductif? Alors, on a l'impression que c'est déductif, parce que là, on a vraiment une succession d'équations. Alors vous me direz, mais il y a des sauts là. Par exemple, là, quand j'ai dit gamma est égal à Lθ de point, tout d'un coup, vous avez ouvert des gros yeux en me disant, mais c'est quoi ce truc-là? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans une démonstration en mathématiques, on fait des bonds entre les... C'est jamais complètement formalisé. Mais vous me l'accorderez, en fait, passer de gamma à Lθ de point,
c'est pas compliqué. C'est vraiment une question de symbole, de définition. C'est pas là qu'il y a le problème. Non. Là où il y a un problème, c'est le départ. Je vous ai dit que ça, c'était faux. Et puis, je vous ai dit, quand θ est petit, ça, c'est égal à ça. Mais ça veut dire quoi, θ est petit? Donc en fait, ça, c'est encore... Déjà, on parle d'un truc de faux, mais ça c'est encore plus faux, puisque, en fait, sinus θ n'est pas égal à θ. Sinus θ n'est pas égal à θ. Oui, c'est une approximation. C'est une approximation. Il n'empêche que, quand vous lisez ça, vous avez l'impression que c'est vrai. Vous avez l'impression que vous avez capturé la substantifique moelle du mouvement du pendule. De la même façon, quand on dit « je lance un caillou en l'air, quelle est la trajectoire que suit le caillou ?» Une parabole. Hein? C'est une parabole. Alors que c'est faux, bien entendu, puisque c'est vrai s'il n'y a pas de résistance de l'air, et puis c'est vrai s'il n'y a qu'un corps pesant avec un autre corps pesant, mais il y a des corps pesants partout. Donc, 1, c'est faux, 2, c'est encore plus faux, mais 3, même, lancer un caillou, vous verrez, ça ne fait pas une parabole. Ça ne fait pas une parabole. Faites l'expérience, c'est asymétrique en fait. Hein. Vous lancez et puis... Et pourtant, tout le monde dit, quand on lance un caillou, ça fait une parabole. Et pourtant, tout le monde dit, le mouvement d'un pendule, pour les petits angles, ça fait une sinusoïde. Alors pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Parce que... enfin, c'est une interprétation. Hein. C'est parce que c'est suffisamment vrai et suffisamment simple pour qu'on puisse l'accepter et que ça soit redoutablement efficace. Premier point. Deuxièmement, c'est suffisamment simple et suffisamment vrai pour que ça soit terriblement rassurant parce que de cette façon, on a vraiment l'impression que l'univers est complètement lisse, obéit à des règles comme ça et c'est très anxiolytique. Si vous voulez, il n'y a rien de pire pour un être humain de se rendre compte qu'il est dans un univers où tout est indéterminé autour de lui, où tout est imprévisible. C'est terrible. Si tout à l'heure, j'essaie d'ouvrir la porte et qu'en fait la poignée de la porte s'est soudée avec le chambranle, voilà, c'est plus possible, on ne peut plus vivre. Si on n'est pas capable de prévoir des choses dans ce qui va se passer dans notre quotidien, on s'arrête et on est complètement sidéré d'anxiété. Donc on a besoin de prévoir les choses, on a besoin de savoir que l'univers est lisse et déterminé. Ça nous rassure. Et donc, dès qu'on trouve une loi qui est suffisamment vraie, alors on la grave dans le marbre. On dit c'est une loi qui est vraie. Elle est vraie, c'est une loi. Et d'ailleurs, on dit que c'est une loi. Et donc, on dit que le mouvement du pendule, c'est une sinusoïde, alors que c'est faux. Mais, 1, c'est vrai, enfin, c'est suffisamment vrai pour que ça soit acceptable en pratique. Et 2, c'est tellement beau, c'est tellement parcimonieux que ça nous satisfait et qu'on est content de considérer que c'est une loi. Alors, et c'est en ce sens donc que la physique ne dit pas le vrai. La physique ne dit pas le vrai. La physique enferme la réalité dans un tissu numérique qui permet de se prémunir de l'incertitude de l'existence. Mais ça, c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Alors après, vous me direz, j'ai écrit ça, mais quand on écrit une démonstration en physique, à partir de quel moment on sait que c'est plus vrai du tout, au point où c'est plus acceptable? Eh bien, figurez-vous que c'est une vraie question. Je vous le disais, à partir de quand on considère que θ, ça marche plus? Si vous prenez le pendule à 45 degrés, vous pouvez faire l'expérience, ça ne va pas marcher du tout. Hein. Si vous prenez un pendule à 45 degrés, vous le lâchez et vous faites l'expérience et vous verrez que la fréquence des oscillations, ce n'est pas de pi racine de x sur g. C'est faux, et c'est manifestement faux. Et si vous faites un graphe et que vous faites un graphe, vous corrigez la sinusoïde, vous verrez que ce n'est pas une sinusoïde, c'est un autre terme. Donc en fait, et ça les physiciens le savent bien, en fait, il y a des situations où ça ne marche pas du tout. Et c'est même encore pire, il y a des situations où on se trompe. Il y a des situations où on se trompe, c'est-à-dire, tout à l'heure j'ai dit, la force c'est quoi? Eh bien, le point il est soumis à deux forces, le poids et la tension de la petite barre.
Et vous m'avez dit, ah ben oui, bien sûr. Ben oui, mais il y a des fois, on se trompe en faisant l'inventaire des forces appliquées au système. D'ailleurs, j'ai négligé le frottement de l'air. Vous voyez, il y avait une autre force. Je l'ai négligé et on est complètement passé à côté. Et il arrive des fois en physique qu'on commence par des trucs qui sont, ici, là, quand j'ai décomposé ça, qui sont complètement faux. C'est faux. Et à la fin, du coup, on fait des ponts suspendus qui s'effondrent. Ça ne marche pas. Par moment, il y a des catastrophes. Et donc, vous voyez comme c'est un récit qui semble, comme les mathématiques, qui semble quelque chose de construit et de vrai, alors que c'est un récit qui est fondamentalement faux, mais qui même en pratique peut faire que, qu'à Fukushima, ils avaient fait des calculs pour prévoir que ça allait résister à un tsunami, et c'était faux. Ça n'a pas marché, et ça a posé un gros problème dans la vie des gens. Et tout ça pour dire que le récit issu des sciences physiques, c'est vraiment un récit que ça n'est pas vrai au sens des mathématiques, c'est autre chose. Pour aller plus loin, je dirais que la structuration du récit des physiciens est une structuration qui repose sur le symbolique, comme les mathématiques. Tout ça là, ce récit-là, il est purement symbolique. Il est purement symbolique. Comme il est purement symbolique, au même titre que les mathématiques, alors on lui attribue la même valence de vérité. On considère que les physiciens disent vrai. Et on dit ça à cause de la forme du récit, pas à cause de son contenu. Les physiciens se trompent tous les jours, et ils savent en plus qu'ils ne disent pas la vérité. Eux le savent, mais plein de gens dans la vie ne s'en rendent pas compte à cause de l'expression des mots. Et si je dis ça, c'est que ça va avoir avec cette histoire de qualitatif et de quantitatif, c'est que quand on utilise le vecteur numérique pour s'exprimer, alors ce vecteur numérique fait que l'interprétation, l'herméneutique que l'on peut tirer des résultats va avoir une résonance très particulière du fait du langage qui est utilisé. Alors maintenant, je prends le contraire. Donc vous lisez peut-être pas, alors c'est une observation clinique, une véritable observation clinique. Donc c'est un récit. Donc Damien, 10 ans, vient me consulter pour la première fois, il vient avec ses 2 parents. Le papa est ingénieur, la maman est à la maison, Damien a un petit frère et une petite sœur. Damien est de bons contacts, il s'exprime avec un langage précis, voire un peu précieux, en tout cas inhabituel pour son âge. Il est plutôt solitaire, mais a quelques bons amis. Damien est un petit garçon un peu différent selon ses parents. Mais ce n'est pas pour ça que Damien vient consulter. Il a d'importants problèmes de concentration. Régulièrement, sa maîtresse de CM1 est obligée de s'approcher de lui, de le prendre doucement par les épaules et de lui dire « Damien, il faut revenir avec nous ». Sa maman doit passer au moins 2 heures par jour avec lui pour l'aider à faire ses devoirs, et 3 à 4 heures les samedis et les dimanches. Nous discutons ensemble des possibilités de l'éventuelle logique d'un traitement médicamenteux, parce qu'il existe des traitements médicamenteux pour le déficit de l'attention. Les parents hésitent un peu, mais concluent finalement qu'ils sont heureux de vivre avec leur fils comme il est, que la famille s'épanouit ainsi et que la lourdeur de l'accompagnement scolaire n'est pas rédhibitoire. Ils seront vigilants et reviendront éventuellement me voir si la situation s'aggrave. Alors c'est une histoire de patient. C'est une histoire de patient. Alors bon, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ça pointe du doigt en fait tout un tas de trucs. Ça pointe du doigt que ce patient vient pour... il vient me voir car il a d'importants problèmes de concentration. Donc il vient me voir pour un déficit attentionnel. C'est la traduction savante de problème de concentration. Et donc effectivement, il y a un traitement médicamenteux pour les problèmes de concentration. Mais en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu la pédopsychiatrie, Damien, il n'a pas un problème de concentration typique. Son tableau clinique ressemble à ce qu'on appelle un syndrome d'Asperger. Peut-être que c'est pas ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est évocateur. Oui, il est rêveur. C'est pas un problème, c'est pas une agitation de l'esprit comme on définissait autrefois le déficit de l'attention. C'est pas un esprit qui butine, c'est un enfant rêveur. Et donc vous voyez déjà, rien que ce cas-là montre du doigt qu'en fait, le phénotype, il est compliqué. Il vient pour un déficit de l'attention, mais on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la notion de déficit de l'attention en soi, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Deuxième point, il vient parce qu'il est malheureux. Je propose un médicament, c'est normal, c'est une réponse à une plainte. Eh bien, alors qu'il y a une plainte exprimée, puisque les parents arrivent,
J'apporte une réponse à une plainte, réponse statistiquement efficace. Je ne sais pas du tout si pour lui ça va marcher ou pas. Mais finalement, les parents disent, ils sont heureux de vivre avec leur fils comme il est. C'est-à-dire qu'en réalité, une plainte, c'est compliqué. Oui, j'amène mon enfant parce qu'il a des problèmes à l'école. Mais est-ce que finalement, lui, il est malheureux à cause de ça? C'était la plainte des parents, c'était pas vraiment la plainte de l'enfant. Et finalement, cette famille, elle est contente de vivre, ils sont tous contents de vivre ensemble. Alors bien sûr, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, mais il n'y a pas de souffrance, véritablement. Donc pourquoi prendre un médicament alors qu'il n'y a pas de souffrance? Donc vous voyez comme ce récit-là induit tout un tas de choses sur ce que c'est qu'un trouble attentionnel, sur ce que c'est qu'un diagnostic psychiatrique, sur ce que c'est que le soin psychiatrique, sur ce que c'est que la prescription médicamenteuse, sur ce que c'est que l'autonomie du sujet, puisque là c'est un patient de 10 ans qui vient. Mais est-ce que c'est à lui de dire qu'il est en souffrance ou est-ce que c'est à ses parents? Est-ce que c'est à lui de décider qu'il va prendre le traitement ou est-ce que c'est à ses parents? Est-ce que c'est à ses deux parents en même temps? Vous voyez, rien qu'un récit permet d'interroger tout un tas. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec les équations qu'on a vues tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Alors, là bien sûr, on va dire que... Alors, est-ce que c'est même inductif? Non, ça génère des hypothèses. Ça génère des hypothèses, ça déconstruit le déficit attentionnel, ça déconstruit le diagnostic psychiatrique, ça déconstruit ce que c'est que le soin psychiatrique. Donc on est plutôt dans la déconstruction que dans la production de conclusions. Mais c'est néanmoins complètement intéressant. Et on peut même considérer que ça a une valeur scientifique, en ce sens que c'est une observation méticuleuse d'un enfant. Bien sûr, c'est une observation. Je n'ai pas pris le temps d'écrire une véritable observation clinique comme elle devrait être écrite pour le principe de l'exposé. Alors, on peut faire, et il y en a ici qui le font, on peut faire à ce moment-là, pour aller plus loin, on pourrait faire des recueils de cas, comme ça. Et on pourrait faire des analyses de contenu, selon des méthodologies différentes. Et à ce moment-là, on pourrait voir éventuellement qu'il y a peut-être des régularités, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il y a des invariants, peut-être qu'etc. Etc. Et eh bien, alors on n'aurait pas de loi, bien sûr, on n'aura jamais de loi avec des récits comme ça, on n'aura pas de loi comme on avait tout à l'heure, ici. On n'aura pas de loi avec le cosinus. Mais est-ce qu'on n'aura pas de loi parce que la réalité est trop compliquée et parce qu'il n'y en a pas, ou tout simplement parce que le langage n'est pas le même et que, avec les mots, finalement, on n'a pas la prétention d'enfermer la réalité dans une loi. Alors qu'ici, ici, en réalité, il n'y a pas de loi non plus, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on ne sait pas quelle est l'oscillation du pendule. On ne sait pas quelle elle est. Et c'est la commodité d'usage. C'est le fait d'utiliser des mathématiques qui fait qu'on appelle ça loi. C'est peut-être la parcimonie. C'est la parcimonie et la remarquable efficacité de cette formule dans la vie de tous les jours. C'est un peu grâce à ça que on va calibrer peut-être une horloge ou un truc comme ça. Et ça, quels que soient les endroits sur la planète. Donc effectivement, la puissance pratique de la physique fait que, on va dire qu'il y a des lois. Mais il faut voir que c'est de la pragmatique, c'est pas de l'essence. Finalement, dans ce discours-là, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent dans ce discours-là? Et c'est pas si clair que ça. Alors, on avait quelque chose de purement mathématique, on avait quelque chose de purement littéraire, mais ce qui complique le plus pour nous, c'est que dans nos recherches à nous, ce sont des recherches statistiques, ce ne sont pas des recherches mathématiques. On n'écrit jamais d'équations avec des trucs qui s'enchaînent comme ça quand on fait de l'épidémiologie, ou de la génomique, ou de la recherche clinique. On n'a jamais une présentation déductive comme ça. Alors, cette histoire, vous vous souvenez quand on s'était vu au séminaire sur les mots et les nombres, j'avais milité pour le fait qu'on puisse représenter les choses avec des mots, qu'on puisse représenter les choses avec des équations déterministes et que l'on puisse représenter les choses avec des statistiques et que les statistiques étaient un outil fondamentalement différent. Et c'est vrai que j'ai eu du mal un peu, en général quand je le défends, j'ai du mal à le faire passer et avec les reviewers du papier, bon,
il y a eu des interrogations sur le fait, après tout, les statistiques, c'est des mathématiques. Et donc, le discours statistique devrait être proche du discours mathématique ici. Et j'ai trouvé un allié chez Claude Bernard qui dit, il dit, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi on appelle loi les résultats qu'on peut tirer de la statistique, car la loi scientifique, suivant moi, ne peut être fondée que sur une certitude et sur un déterminisme absolu et non sur une probabilité. Eh bien, vous voyez, je pense que plein de gens pensent exactement la même chose que ça. Pour plein de gens, une loi, ça enferme dans un déterminisme, même s'il est faux. Ça, c'est faux, mais ça enferme la réalité dans du déterminisme. Et pour les gens, une loi, c'est comme ça. Même si une loi est fausse, elle est déterministe. Et qu'une loi statistique, en fait, c'est une aporie. Une aporie, c'est-à-dire c'est pas un paradoxe, mais une inconsistance, quoi. Une inconsistance logique. Une aporie, c'est... pardon ? C'est une aporie, une contradiction. Alors, donc, interrogeons-nous sur finalement, alors quand on fait des stats, finalement on fait quoi dans notre récit, puisqu'on fait des récits, nos articles scientifiques, c'est des récits, il y a des parties statistiques, et dans nos récits statistiques, ils correspondent à quoi? Alors, premier point de réflexion, quand notre récit épidémiologique, pour prendre un exemple concret, on fait de l'épidémiologie, on a un jeu de données avec en ligne des sujets et en colonne des variables. Donc, j'ai dit en ligne des sujets, donc c'est d'un récit sur des sujets. Et qui est le sujet de l'épidémiologie? Qui est le sujet de la statistique? Le sujet de la statistique, c'est un sujet moyen. Quand on compare l'efficacité d'un médicament à un placebo, donc je donne le médicament au patient du groupe A versus le placebo dans le groupe B, que dit le résultat, que dit l'essai randomisé? Il dit que en moyenne, le médicament dans le groupe A marche mieux que dans le groupe B. Autrement dit, quand on dit que ça marche mieux dans un groupe que dans l'autre, c'est jamais sur un patient donné. Sur un patient donné, d'ailleurs, il n'y a jamais de statistique. Vous pouvez dire, le patient du groupe A a amélioré de 3 points, le patient du groupe B a amélioré de 1 point, donc ce patient-là a été plus amélioré que celui-là. Il n'y a pas besoin de faire des statistiques pour ça. C'est comme quelqu'un qui mesure 1m80 par rapport à quelqu'un qui mesure 1m70, celui qui mesure 1m80, il est plus grand. C'est tout. Ce n'est pas des statistiques, c'est une observation. Quand on fait un essai randomisé, on dit, on s'intéresse à la moyenne des sujets du groupe A par rapport à la moyenne du sujet du groupe B. On s'intéresse en fait à un sujet très particulier qui est un sujet moyen. Et c'est exactement ce que l'on fait tout le temps en statistique. Quand on fait les statistiques descriptives au début de l'analyse du fichier, on calcule la moyenne de toutes les variables qui décrivent le sujet. Et à la fin, on a dans notre tête une représentation du sujet moyen de l'étude avec sa variance. C'est-à-dire qu'on réduit, dans le récit que l'on se fait des sujets, le sujet du récit, c'est en fait un sujet très particulier, c'est un sujet moyen, donc tout lisse, parce que la moyenne lisse tout. Donc on a un sujet tout lisse, à bord flou. À bord flou parce que à cause de la variance. À cause de la variance. Et si je vous dis ça, c'est que ça a un impact sociétal drôlement fort. C'est que à force de faire dans l'evidence-based medicine, l'evidence-based medicine, c'est de la médecine fondée sur les statistiques, pour le dire court, c'est ça. À force de faire de la médecine fondée sur des statistiques, vous faites de la médecine fondée sur des sujets moyens en permanence. C'est-à-dire que un monsieur de 50 ans avec un BMI à 30 qui a un diabète de type 2, alors il faut lui dire de faire du sport, et parce qu'on a des essais qui montrent que faire du sport ça fait maigrir, et que ça fait maigrir, ça diminue l'hémoglobine glyquée, et que si ça ne marche pas, et en général ça ne marche pas parce qu'ils ne le font pas, alors il faudra lui donner de la metformine, parce que c'est le médicament statistiquement qui pour un prix le plus bas, etc. etc., etc. Vous voyez, tout ce conditionnement très efficace, parce que effectivement, on est d'accord, en pratique, si vous voulez gérer un diabète de type 2 comme ça, en pratique, c'est globalement comme ça qu'il faut faire. Je ne dis pas que ça ne marche pas, sauf qu'à force de passer comme ça, on projette sur les gens le sujet moyen de la statistique que l'on a dans les études épidémiologiques et dans les essais randomisés.
À la limite, en étant provocateur, l'évidence-based medicine et le calcul du sujet moyen sur lequel repose l'épidémiologie conduit à avoir des hallucinations de sujets que l'on plaque sur les gens. Quand vous êtes en consultation, vous ne voyez plus l'individu que vous avez en face de vous, vous le voyez au début de l'entretien, et très vite, vous collez dessus le sujet moyen, d'abord parce que c'est sécurisant, c'est beaucoup plus sécurisant de voir un sujet moyen que de voir le vrai sujet, parce que ça va vous aider à votre processus thérapeutique, parce que derrière le sujet moyen, vous savez qu'il y a une stratégie thérapeutique qui est evidence-based medicine. Donc vous avez une espèce de processus hallucinatoire qui est banalisé et qui est efficace et qui est consensuel, à tel point que c'est un délire collectif. On peut dire que l'evidence-based medicine est un délire collectif au sens où tout le monde hallucine le même sujet moyen sur tout le monde en consultation et que ça fait un consensus et c'est un délire collectif complètement approuvé socialement. Alors sauf que c'est approuvé socialement, sauf que les patients ne le prennent pas comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, le patient se sent transparent aux yeux des médecins. C'est quelque chose qu'on entend parfois, c'est que je n'existe plus. Je suis considéré comme... ils disent je suis un cobaye, je suis un sujet lambda, quoi. C'est parce qu'ils se sont transformés en sujet moyen. Alors j'ai fait une petite... Pierre pourrait nous faire quelque chose de beaucoup mieux. J'ai fait le sujet moyen... Et on pourrait faire une étude, essayer de voir quelle est la forme moyenne, enfin, en quoi ça consiste. Donc, et on a des... Et c'est vrai que quand on parle d'un sujet qui a un TOC, ben on pense immédiatement à un TOC moyen. Voilà, un TOC moyen, le sujet qui a un TOC, il est comme ça. Bon, ben voilà. Alors, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Le truc, c'est qu'il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que le sujet de la statistique, qui est celui que nous utilisons, le sujet de notre récit, est un sujet moyen qui est tout lisse. Et c'est avec lui qu'on travaille. Donc ça, c'est l'étape descriptive de la statistique. Alors après, vous savez, en statistique, il y a la description, et puis il y a les mesures de liaison, corrélation entre des variables, etc. Alors, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire quand on dit qu'il y a une liaison entre le poids et la taille, qu'il y a une liaison entre la taille et toutes les autres caractéristiques anthropométriques. Alors vous savez, la notion statistique de liaison est très sophistiquée. En fait, on dit que deux paramètres sont statistiquement liés quand la connaissance d'un paramètre donne une information sur la valeur de l'autre paramètre. Et figurez-vous que c'est tellement sophistiqué que des statisticiens, pendant très longtemps, ont cherché un paramètre statistique qui pourrait résumer le partage d'informations qu'il y a entre les deux variables, puisque la connaissance de l'une donne une information sur la valeur de l'autre. Donc ils ont des informations en commun. Enfin, il y a de l'information au sens de la théorie de l'information en commun. Ben, des statisticiens ont essayé de démontrer, ont essayé de calculer un paramètre qui permettrait de refléter le niveau de mise en commun qu'il y a entre les deux paramètres. Eh bien, figurez-vous qu'ils n'y sont jamais arrivés. Il y a eu plein de statisticiens qui ont cherché un paramètre comme ça, qui vaudrait 1 si les deux paramètres sont égaux, qui vaudrait 0 s'ils sont indépendants, et qui serait croissant en fonction de... plus le paramètre serait élevé, plus le pourcentage de mise en commun serait élevé. Donc il y a eu des recherches là-dessus qui n'ont jamais abouti, et vous savez qu'il y a un succès d'année de ça, qui est le coefficient de corrélation. Mais qui naturellement, 0 ça n'est pas l'indépendance, et 1 ça n'est pas l'identité, 1 c'est une relation linéaire. Donc c'est un succès d'année de coefficient d'association qui reste encore une espèce de graal de la statistique. Donc déjà vous voyez, premier point, quand on raconte une histoire à propos de la liaison entre deux variables en statistique, il y a en tâche de fond un inconnu et un insaisissable, puisqu'on n'y est jamais arrivé. Alors après, dans la vie de tous les jours, on dit que la taille est liée à l'empan des bras, par exemple, est liée au tour de taille, est liée même au tour de col de chemise, un peu, etc. Alors, ça dit quoi? Ça dit que, en fait, quand on prend quelqu'un, quand vous pensez, là aussi c'est une espèce ça crée une espèce d'hallucination, c'est que quand vous pensez à quelqu'un qui mesure 1,95 m, certes, vous le voyez grand,
Mais vous le voyez aussi avec des grands bras. Hein, immédiatement, si je vous dis si je dis l'empan des bras est corrélé avec la taille, la corrélation vaut 0,7. Si je vous dis un tel mesure 1m95, dans votre tête vous avez quelqu'un de grand, mais vous le voyez tout de suite avec des grands bras. C'est-à-dire on crée dans notre tête une espèce de sujet, on raconte une histoire sur un sujet qui est grand, mais il n'est pas que grand à cause de la corrélation entre les deux variables. Il n'est pas que grand, quelque part il y a de la résonance dans notre tête le fait qu'il ait aussi des grands bras. Et d'ailleurs ça serait amusant d'essayer de représenter graphiquement à quoi correspond le sujet moyen. Imaginez qu'on ait fait des mesures de données anthropométriques, qu'on n'ait que la taille, conditionnellement à la taille, quelle est la forme du sujet. Alors ça c'est pour la liaison. Après, alors il y a le gros du sujet qui est l'inférence. En statistique, il y a les mesures de position, les mesures de dispersion, donc les descriptions, les liaisons, et puis après il y a les inférences et après les modèles. Alors là, quand on parle d'inférence, quand on dit la taille est liée au poids, je l'affirme, et là c'est vraiment un récit, c'est-à-dire j'affirme quelque chose et je dis même que c'est vrai, je prends position. Je prends position. Alors, quel est le statut de cette affirmation? Quand je dis le poids est lié à la taille, c'est vrai. Est-ce que quand je dis ça, c'est vrai au sens de... Zut. Est-ce que c'est vrai au sens de ça? Même au sens de ça? Quand je dis le poids et la taille sont corrélés, c'est-à-dire que la connaissance de l'une me donne une idée sur la valeur de l'autre, est-ce que quand je dis ça, quand j'affirme ça, le statut de vérité c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là qui est faux mais qui est quand même formel, ou c'est le même que celui-là, où là je dis des choses qui sont, je dis tous les processus ascensionnels ne sont pas les mêmes. Donc on a vu que justement la question c'était pas la déduction ou l'induction, hein. C'est pas ça. Hein. C'est quelle est la résonance symbolique derrière les choses que j'affirme. Alors, les statistiques, c'est vrai que si je vous dis le poids est lié à la taille, est-ce que si on fait un vote, si je vous dis, est-ce que cette loi que j'affirme, est-ce qu'elle a la même valeur que la loi qui donnait le mouvement du pendule? C'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce que de toute façon, tout est lié avec tout. Si vous voulez, citez-moi deux choses qui sont vraiment indépendantes sur les caractéristiques d'un être humain, et en particulier en psychiatrie, ce qui nous intéresse. Trouvez-moi deux caractéristiques psychologiques à propos desquelles vous êtes sûr qu'elles sont indépendantes. La recherche de sensations, la dépendance à la récompense, l'égoïsme, la tristesse, enfin... Fondamentalement, tous ces trucs-là c'est très difficile de dire que ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Donc de toute façon, quand vous dites le poids et la taille sont corrélés, en fait, vous dites qu'il y a une association entre deux variables, mais en fait, dans les paramètres d'un être humain, c'est tellement compliqué qu'en fait, on sait en général que tout est lié avec tout. Et d'ailleurs, vous savez, c'est quelque chose de classique. Il suffit que vous ayez plus d'1 million de sujets pour que dans votre jeu de données, tout soit lié avec tout, avec un P inférieur à 5%. Et des statisticiens très sérieux disent que quand on a plus de 1 million de sujets dans un échantillon, on ne fait plus d'analyse inférentielle. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. On calcule des relations et on regarde la taille des relations, c'est tout. Mais on ne se demande plus s'il existe ou pas des relations. Ce n'est pas la question. La question, c'est la force de la relation. Or, la force de la relation... Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il y a une loi sur le pendule, cette loi, on voit, elle est concrète, je peux reproduire le pendule, ça fait sens. Si je vous dis qu'il y a une corrélation de 0,7 entre le poids et la taille, ça veut dire quoi que la corrélation vaut 0,7? Vous savez très bien que ça ne veut rien dire. Personne ne sait interpréter l'intensité d'une corrélation. Personne ne sait interpréter l'intensité d'une corrélation. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que
les inférences que l'on fait en statistique, ça a la même nature que les inférences que l'on fait en physique. Et c'est pas le fait que ça soit des lois ou pas des lois, c'est autre chose. Alors, d'où vient l'histoire de l'inférence statistique? Eh bien, vient du fait qu'il y a des choses qui peuvent venir, qui peuvent être dues au hasard. Alors vous voyez ça, imaginez, c'est un processus qu'on mesure au cours du temps. Ce sont deux processus qu'on mesure au cours du temps. Je ne vous dis rien sur le processus. Est-ce que vous pensez que les deux trucs, c'est complètement au hasard ce qui se passe? Hein, le processus du bas et le processus du haut, est-ce que c'est complètement indépendant l'un de l'autre? Bon, on est bien d'accord, c'est vraisemblable, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on voit un bruit blanc, là, on voit un spike, et là, juste après, on voit une chute du truc. C'est très difficile de penser qu'il y en a un, ben, on peut le penser, que ça n'a rien à voir, que c'est purement fortuit. Tout peut être complètement fortuit dans la vie. Mais si je vous demande de parier, en général, vous allez parier qu'il s'est vraisemblablement passé quelque chose qui a fait qu'on a eu ça et qu'on a eu ça. Donc les deux sont vraisemblablement corrélés. Eh bien, figurez-vous que demander à un statisticien, là vous voyez, il y a du bruit, il y a un signal qui est plus que du bruit. Là, il y a du bruit, tout d'un coup, il y a un shift. Demandez à un statisticien de tester l'hypothèse, est-ce que ces deux signaux sont corrélés, sont statistiquement significativement associés? On ne peut pas répondre à cette question. On ne peut pas répondre à cette question parce que vous n'avez pas suffisamment structuré votre hypothèse alternative et votre hypothèse nulle. C'est-à-dire que vous voyez avec les yeux, vous voyez qu'il y a un pic et vous voyez qu'il y a une décroissance. Si on refait l'expérience et que je vous dis, sur le nouveau jeu de données, montrez-moi qu'il y a une association. Alors là, je vais le faire bien sûr. Je vais dire, et même je vais même dire, tester l'hypothèse que une augmentation de ce signal survient juste avant une chute de celui-là. Une fois que je sais quelle est la forme de la modification du signal, si on refait l'expérience, je peux tester ce que j'observe. Mais si c'est la première fois que vous voyez ça, on ne peut pas tester l'hypothèse que ça est statistiquement corrélé à ça. La statistique ne permet pas de répondre à ça, et pourtant, un expérimentateur pourra dire, vous voyez ce que j'ai mesuré ça et j'ai mesuré ça, et vraisemblablement ça est associé à ça, et même je pourrais dire, c'est arrivé avant, et donc peut-être que ce spike-là est la cause de cette chute qu'il y a eu ici, parce que c'est arrivé juste avant. Alors vous allez me dire, mais si ça se trouve on n'en sait rien, si ça se trouve il y a un phénomène parasite qui est arrivé, qui est la cause des deux, et qu'il a fait, d'abord il a agi sur ça, et après il a agi sur ça. Comment je vais m'en tirer si je suis scientifique en racontant une histoire? C'est que je vais vous dire, en fait cette expérience, c'est une mesure d'un potentiel chez un calmar, et là j'ai l'axone numéro 1, là j'ai l'axone numéro 2, et en fait j'ai un spike ici, et en fait l'axone numéro 1, il a une synapse sur l'axone numéro 2, et on voit donc que le potentiel d'action sur l'axone numéro 1 a induit une dépolarisation de l'axone numéro 2. Vous voyez, si j'ai une histoire à raconter derrière, si cette histoire, avec des mots ce coup-ci, si cette histoire racontée avec des mots étaye ce phénomène numérique, alors là, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, c'est intéressant. Le message, le récit littéraire qui correspond à la théorie que j'ai, au dispositif expérimental que j'ai construit, vient donner de la force à la mesure qui a été réalisée. Et c'est tout le temps comme ça en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça, et même en physique en fait. Même en physique tout à l'heure, zut. Même en physique ici, qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent à ça? Et d'ailleurs, en terminale, quand vous avez fait ça, en TP à côté, on vous a fait osciller un pendule, et on vous a fait tracer la sinusoïde, et on vous avait fait, avec un chronomètre, vous avez mesuré la fréquence du pendule, et vous avez vérifié que la période était de racine de pi de L sur G. C'est-à-dire les physiciens, ils se contentent jamais de ça, il faut que ça marche à côté. Jamais ils ont confiance dans les purs calculs. Ça s'appelle les physiciens théoriciens, ceux qui sont ici. C'est-à-dire c'est des matheux. Le vrai physicien, c'est toujours l'expérience qui prime.
Et donc l'expérience, c'est un récit de circonstances expérimentales, c'est un récit littéraire. Donc je continue. L'inférence, alors, est-ce qu'il y a une différence de nature entre l'inférence que l'on fait avec les lois de la physique et l'inférence que l'on fait avec les lois de la probabilité et des statistiques? Eh bien, de mon point de vue, il y en a une. Les statistiques, ça sert à quoi? Ça sert au fait que, tout à l'heure, quand je dis, bon, j'accepte ça, et je considère que c'est vrai. Mais quand θ va être suffisamment grand, alors à un moment donné, je vais dire, ben, l'approximation n'est pas tenable, c'est pas vrai. Je vais dire, non, c'est faux, je ne peux plus dire que c'est vrai. En statistique, ça ne marche pas comme ça. En statistique, vous avez ces résultats, vous voyez, vous avez ça. Et je vous dis, bon, quand même, les ronds blancs, ils sont quand même plus à gauche que les ronds noirs. Est-ce que vous pensez que par hasard, on pourrait vraiment avoir des ronds blancs qui sont aussi à gauche que ça par rapport à des ronds noirs, par hasard, c'est-à-dire en tirant à pile ou face? On peut faire l'expérience. Qui pense que c'est compatible avec le hasard? Raisonnablement. Qui pense que c'est pas compatible avec le hasard? Raisonnablement. Voilà, il y a une majorité. Il y a donc 2 tiers pour le hasard, 1 tiers d'indécis, 0 pour le hasard. Par contre, si je vous montre ça, on voit les ronds blancs sont plutôt à gauche. Est-ce que ça pourrait être compatible avec le hasard? Qui voterait pour le hasard? Qui voterait pour pas le hasard? On a exactement toi. Donc, alors, donc là il y a un consensus, et puis il y a un consensus d'ailleurs qui n'est pas absolu, mais il y a un semi-consensus, et vous imaginez qu'entre les deux solutions, on peut trouver des situations de points où là vous n'allez pas être d'accord. Et c'est ça le problème des statistiques. Et donc en fait, il a fallu trouver un soutien à l'intersubjectivité, parce que c'est ça, le problème à un moment donné, la moitié vont dire, ah ben non, il y en a plus à gauche et il y en a plus à droite. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai fait cette expérience il y a longtemps avec un étudiant. Figurez-vous, là on peut calculer un petit p. Hein. Quelle est la probabilité que le hasard puisse expliquer que les ronds soient aussi à gauche que ça? Elle vaut, d'ailleurs je l'ai après. Avec R, j'ai calculé, le petit p vaut 0,22. Donc effectivement, vous aviez raison, c'est au-dessus de 5%. Statistiquement, effectivement, au seuil de 5%, on ne peut pas dire que les ronds blancs soient à gauche des ronds noirs. Par contre, là, le petit p vaut 10,6. Donc effectivement, vous aviez raison, au seuil de 5%, les ronds blancs sont à gauche des ronds noirs. On s'était amusé à faire plein de dispositifs comme ça et à demander à des gens, est-ce que vous pensez que c'est le hasard, pas le hasard, etc. Eh bien, on arrivait à 50-50 à peu près quand le petit p valait 0,05. C'est joli comme résultat. C'est joli, c'est-à-dire, c'est comme si on avait choisi implicitement cette limite de 5%, quand socialement les gens hésitent entre le fait que ce soit le hasard ou pas le hasard, et que certains vont se déterminer sur des variables de personnalité, hein, sur d'aversion du risque en fait. Hein, il y a des gens qui ont peur du risque, des gens qui n'ont pas peur du risque, c'est un trait de personnalité, et donc les gens qui ont peur du risque vont dire oh si ça peut être le hasard. Et donc on a là un problème d'intersubjectivité. C'est pas un problème de loi, c'est pas un problème que la loi est fausse ou pas, c'est que en fonction d'un résultat expérimental, certains vont dire « Ah non, c'est pas le hasard », d'autres vont dire « Oui, c'est le hasard ». Eh bien, à la limite, pourquoi on ne s'accommoderait pas de ça? Pourquoi on ne dirait pas j'ai ce résultat, ouais, c'est peut-être le hasard, d'accord, c'est peut-être le hasard, bien sûr, c'est peut-être le hasard. Il n'empêche que pour moi, les blancs, c'est ça, et les noirs, c'est ça, et que dans mon esprit, il est normal que les blancs soient plus à gauche. Mais je vous l'accorde, c'est un résultat fragile, parce que, après tout, ces résultats sont fragiles, ne sont pas robustes. Mais on n'a pas dit ça, on a voulu qu'il y ait un juge de paix, on a voulu qu'il y ait un truc formel qui permette de trancher. Et ce truc, ça a été les tests statistiques. Et dans les tests statistiques, en fait, donnent l'apparence
donne une apparence de formalisme, de déterminisme à quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire le récit des statistiques, tel que vous voyez les papiers. Nous avons fait une manip, nous avons N sujets guéris, petit p sujet guéri dans le groupe B, nous avons fait le test statistique, comme P est plus petit que 5%, alors A est meilleur que B. Et la conclusion, c'est que A est meilleur que B. Si vous voulez, alors que profondément c'est probabiliste, alors que bien sûr qu'il peut y avoir du hasard, la conclusion de l'article, c'est que A est meilleur que B, et c'est énoncé comme une loi. Et pourquoi on le fait? Comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on a besoin, comme mécanisme de défense, on a besoin de se sécuriser et d'avoir des lois et de pouvoir annoncer que des choses sont vraies et pas fausses. Et figurez-vous que vous êtes sûrement au courant qu'en ce moment, il y a un article qui est sorti dans PNAS il y a 3 mois sur les petits p qui sont un problème majeur dans les statistiques. Et vous savez, ça traîne, on en parlait ce matin, ça traîne depuis les années 40. Neyman et Pearson, Fisher, que Neyman et Pearson, c'est un risque alpha, Fisher, c'est un petit p, et qu'ils avaient, il y a des articles entiers qui ont été écrits là-dessus, il y a des différences épistémologiques majeures dessus, avec des inférences qu'on appelle comportementales, des inférences inductives. C'est-à-dire que pour Neyman et Pearson, il n'y a pas d'histoire, en fait la question de l'inférence ne se pose pas. Pour Neyman et Pearson, on veut juste maîtriser le fait que les gens ne racontent pas trop de bêtises trop souvent. Alors que ce qui se passe dans les articles, on donne des petits p, et les petits p ont une valeur inductive. Le petit p est tout petit, on en induit que c'est vrai. Ben ça a été pointé du doigt il y a 60 ans déjà. Et c'est complètement passé sous silence, y compris dans l'enseignement des statistiques. À tel point qu'en ce moment, on est en train de faire le MOOC Introduction à R, qu'il y a 5 ou 6 doctorants qui travaillent sur le MOOC, et que dans les slides que je fais pour les tests statistiques, j'aborde ce problème. Et les étudiants, les doctorants, m'ont dit « Ah mais non, mais pas du tout, enfin, mais on ne comprend pas ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et quand je dis « Ben vous savez, il y a des personnes, il y a Fisher, en fait, il y a un petit p, il y a un risque alpha, qu'en fait, fondamentalement, c'est pas la même chose. » Et, ils ont beau être doctorants en épidémiologie et en statistique, il y a eu un certain blanc, quoi. Hein. Il y a même une ancienne étudiante de l'ENSAE, c'est-à-dire c'est une mathématicienne de haut niveau, qui est spécialisée en statistique, c'est son métier. Elle m'a dit, mais dans quel papier tu as trouvé ça, etc. Vous voyez à quel point le discours des statistiques est calqué sur le fait qu'à la fin de l'analyse, il faut qu'on puisse dire que A est meilleur que B, et que c'est vrai, même si on sait toujours qu'il y a le risque de 5%. Mais dans le récit, il faut à un moment donné que ça soit vrai. Et quel est le corollaire de ça? C'est qu'en fait, les gens trichent. Hein? Comme à un moment donné, vous avez des choses qui sont présentées comme vraies ou qui sont fausses, ben vous le savez, on tord le cou aux statistiques, c'est-à-dire qu'on fait des comparaisons multiples, hein, c'est-à-dire on va tester plein de trucs, et quand le petit p est inférieur à 5%, on dit « Ah ben oui, finalement, c'était une bonne idée », et puis on publie le truc. Enfin, vous savez bien que c'est un problème majeur dans la recherche aujourd'hui. Et pourquoi ça? Parce que les gens ont besoin d'avoir un récit de vérité, ont besoin d'enfermer leur récit dans quelque chose qui a une allure formelle. Alors qu'en fait, la statistique à l'origine n'était pas faite pour ça. La statistique était juste... Alors, était juste pourquoi? Alors j'en arrive à la fin. Au modèle, à l'ACP et tout ça, parce qu'il y a des statistiques compliquées qui ne sont pas inférentielles. Voilà les résultats d'une analyse en composante principale qui représente graphiquement les corrélations entre les consommations alimentaires. Donc vous avez la consommation de fruits, de volailles, de viande, de légumes, de pain, de lait et de vin. Vous voyez que là, il y a les gens qui mangent beaucoup de volailles, de fruits et de viande, quand on mange beaucoup de volailles, on mange beaucoup de... C'était dans les années 60. C'était dans les années 60. C'est un vieux jeu de données hyper connu qui est dans tous les bouquins francophones. Donc là, on a la nourriture un peu chère et diététique. Là, on a la nourriture de base. Le pain et le lait, c'est les familles nombreuses avec la nourriture de base. Et ça, c'est le vin. À l'origine, c'était la nourriture du prolétaire
puisqu'aujourd'hui c'est exact, ça a changé, c'est à 180 degrés. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire un récit. Je suis en train de faire un récit absolument pas formalisé. Il y a absolument zéro mathématique dans ce que je suis en train de dire, et c'est purement inductif. Je raconte une histoire qui est quasiment comme l'histoire qui vient de la vignette clinique. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'on appelle de l'éduction. C'est-à-dire, que je trouve un truc crucial, à la fois en recherche quantitative et qualitative, c'est que dans mon jeu de données, là j'ai 1 million de sujets, c'est des données de l'INSEE, j'ai 1 million de sujets, et j'ai 7 variables. Qui peut prétendre comprendre dans sa tête comment fonctionnent 8 millions de nombres? C'est pas possible. Cognitivement, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, en lisant les nombres, comprendre ce qui se passe dans les associations entre ces nombres. Et donc, quel est le rôle de l'ACP? De l'éduction, c'est-à-dire de la simplification. Éduction, c'est comme lisser une chevelure emmêlée le matin. Elle est emmêlée, vous la lissez. Alors bien sûr, elle n'a plus la même forme, mais c'est les mêmes cheveux. Il y en a quelques-uns qui sont partis au passage, mais vous avez après un truc bien lisse que l'on peut voir. Eh bien, les statistiques, fondamentalement, ça ne sert pas à dire la vérité, ça sert à faire de l'éduction. Ça lisse les données pour que les gens, après, puissent le regarder dans le blanc des yeux et puissent interpréter, induire. Et en fait, le travail que fait un chercheur en recherche qualitative, quand vous faites une analyse de contenu, que vous partez de plusieurs textes, et qu'en tout vous en avez 150 pages, il y a un travail d'éduction pareil. Vous prenez les paragraphes, vous réduisez. Les patients ont raconté des trucs qui sont des fouillis, et vous dites ça c'est du fouillis. Et naturellement, en disant que c'est du fouillis, il y a une perte d'information. Vous lissez le texte. Et une fois que ce texte est lissé, alors vous allez, avec l'IPA, avec la grande petite théorie, etc., vous allez en tirer une interprétation et du sens. Mais fondamentalement, le processus est identique. Alors vous pourriez me dire, ouais, tu dis que c'est le pain et le lait, c'est le vin, etc., que là c'est les gens pauvres, là c'est les riches, mais qu'est-ce qui te le prouve? Tout ça c'est du baratin, mais pas du tout. Voilà, là j'ai la représentation sujet, là j'ai les familles de cadres avec 5 enfants, là j'ai les familles d'employeurs manuels avec 5 enfants, de travailleurs manuels avec 5 enfants, là j'ai les employés avec 5 enfants, là j'ai toutes les professions manuelles, là tous les cadres, et là toutes les familles avec peu d'enfants. Et vous voyez, beaucoup d'enfants, c'est dans cette direction, c'est le pain et le lait, que les cadres, c'est à gauche, c'est viande, volaille, fruits, en haut à droite, c'est les travailleurs manuels, c'est le vin. Vous voyez comme dans mon discours, là, j'ai raconté une histoire. Vous pouvez me dire, mais ton histoire, c'est quoi? Je viens d'apporter d'autres éléments pour supporter ce que je viens de dire, et il n'y a pas de petit p là. Et pourtant, je suis sûr quand je vous dis, vous voyez là à gauche, j'ai les cadres avec 5 enfants. Vous vous dites, oui, il a raison. Oui, il a raison. Ça vient conforter son hypothèse, et pourtant, ça n'est qu'un récit. Alors, j'en arrive à la vraie conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Premier point, l'histoire du sujet moyen. C'est que il faut vraiment avoir en tête que, alors que dans les recherches qualitatives, on a des sujets qui sont pris dans leur singularité et dans leur spécificité, alors que c'est vrai que dans les recherches quantitatives avec statistiques, on a un sujet différent qui est un sujet moyen. Donc on ne travaille pas sur le même sujet. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut avoir en tête, après dans la communication des résultats et dans leur utilisation. C'est que il y a un avantage terrible à travailler sur un sujet moyen, c'est qu'on le voit avec un microscope et avec une longue vue en même temps. Mais il y a un danger, c'est de considérer que tous les sujets sont des sujets moyens. Et donc là, on a une véritable complémentarité entre les deux. Deuxième point, c'est l'éduction. C'est-à-dire que ce qui fait l'intérêt des statistiques, ça n'est pas le petit p ni risque alpha, c'est l'éduction, c'est-à-dire la simplification du jet de données pour le rendre interprétable, et que l'éduction est aussi quelque chose qui est indispensable en recherche qualitative, et que je trouve que c'est là que les recherches devraient avoir lieu, c'est dans l'éduction, pas tant dans le reste, notamment pas tant dans l'inférence. En ce moment, il y a des tensions entre Fischer, Neyman et Persson, bayésiens, etc. Voilà. Mais en fait, le problème n'est pas là. C'est que les bayésiens ne font pas mieux.
on sera toujours embêté par cette histoire de statistiques, et en fait le problème n'est pas là, c'est que le problème, on a envie de trouver des choses qui sont vraies ou qui sont fausses, alors que c'est pas comme ça qu'il faut les présenter. Il faut les présenter, effectivement, c'est ce que l'on raconte à un certain niveau de pertinence et de robustesse, et que tout ça doit être interprété, et que le niveau de robustesse des inférences ne dépend pas que des données, il dépend aussi des a priori théoriques que l'on a sur le jeu de données, et que ça c'est capital. Alors ça c'est une grande tradition dans les recherches qualitatives, mais il faudrait que ça soit plus assumé dans les recherches quantitatives. C'est-à-dire que forcément, d'ailleurs c'est quelque chose que l'on voit tous les jours, quand vous avez un petit p à 6% et que c'est quelque chose de massivement signifiant, les gens vont dire « Ah, ce résultat est intéressant, il est à la limite de la significativité ». Quand vous avez un résultat qui n'a aucun sens et que le petit p vaut 4%, les gens ils vont dire que c'est un faux positif et que ça gêne personne. C'est-à-dire que bien entendu, l'interprétation statistique des résultats dépend très fortement de la charge théorique et de l'a priori que l'on a sur la connaissance. Et aujourd'hui, c'est un tabou de dire ça. On n'a pas le droit de le dire alors qu'il faudrait que ça soit explicite. Il faudrait dire... Alors, c'est un peu ce qu'on fait dans les papiers quand on dit « notre hypothèse, c'est ça ». C'est-à-dire, notre hypothèse, c'est ça, sauf qu'on le dit pour une fois. On a la prétention d'être hypothético-déductif, très simplement, alors que dans l'immense majorité des papiers, oui, on avait une hypothèse, mais bon, une fois sur deux, en fait, l'hypothèse, elle est née des données. Et puis, en fait, on trouve plein d'autres choses intéressantes qui n'étaient pas des hypothèses a priori. Et dans ces cas-là, on dit c'est exploratoire, mais bon, c'est une commodité de langage, on dit c'est exploratoire, juste pour que les reviewers disent pas, ah mais oui, mais c'est pas hypothético-déductif. Il faudrait avoir une maturation de l'intrication entre les a priori qu'on a, la théorie qu'on a, et puis ce que l'on observe. Alors bien sûr, les bayésiens ont cette prétention, puisqu'il y a une distribution a priori. Mais je pense que ce n'est pas dans la quantification de la théorie et dans le mélange quantitatif de l'a priori et de la posteriori qu'on aura les trucs. C'est vraiment dans ça, c'est-à-dire, je dis que tout ça, c'est de la sociologie en fait, ça. C'est de la sociologie. Et quand je dis ça, je fais référence à des travaux de sociologie qui font que le vin dans les années 60 était un signe d'appartenance de classe, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire. Tout ça c'est de la sociologie. Et ça devrait apparaître, et ça devrait avoir une valeur au même titre que les résultats de l'analyse en composantes ont une valeur, et au même titre que certains petits p ont une valeur. Bon, voilà, je m'arrête là. C'est pas encore complètement abouti, mais on en discute avec grand plaisir.